Bonjour. Bonjour Juliette. Bienvenue. Un matin d'octobre, à Chevilly-la-Rue, en banlieue parisienne. Ça y est, on y est? Et voilà. Ça va? Juliette, 5 mois, est drôlement impressionnée. C'est son premier jour à la crèche. Ça va être chouette, hein? T'as toujours le sourire, toi. Bon, la première impression est plutôt bonne. C'est tout neuf, il y a un joli mobilier et un grand espace de jeu. La dame a l'air gentille, ça se présente bien. Il faut dire que Juliette a de la chance. L'année dernière, la crèche n'accueillait pas les bébés. Le bâtiment a été entièrement rénové et la crèche est passée de 25 à 44 places. Les travaux ont quand même coûté 2 760 000 €. Mais pour ce type d'investissement, les parents sont presque heureux de payer. Je serais contente de verser pour les impôts ce qu'il faut concernant la crèche, quoi. Je pense que tous les mois, on va contribuer aussi à financer un petit peu la crèche. Si on paye des impôts, voilà, c'est vraiment pour voir émerger ce type d'infrastructure, quoi, qui est vraiment utile pour les enfants. Les impôts qui payent la crèche de Juliette, en fait, c'est un peu plus compliqué. L'argent des impôts et des taxes ne permet pas de tout financer. Cette année, par exemple, l'État n'a en théorie plus d'argent depuis le 15 octobre. À cette date, tout a été dépensé. Et c'est le même problème chaque année. C'est même de pire en pire. Ce même matin d'octobre, à Paris, l'Assemblée nationale est en pleine ébullition. Dans quelques minutes, les députés commencent l'examen du projet du budget de l'État. Et cette année, l'exercice s'annonce douloureux, car les finances ne sont pas en grande forme. Le pays est face à une dette qu'il n'a jamais eu à affronter. La France doit 1800 milliards d'euros fin 2012 à ses créanciers. C'est quasiment l'équivalent de la richesse que nous produisons chaque année. C'est un chiffre tellement énorme qui ne dit rien. Si vous le divisez par le nombre d'habitants, on en est grosso modo à 30 000 € par personne. Or, depuis 30 ans, nous avons systématiquement, sous les gouvernements de droite comme sous les gouvernements de gauche, dépensé plus d'argent que nous n'en produisions. Car un État, c'est comme une entreprise. Pour fonctionner, il lui faut un budget avec des recettes et des dépenses. En France, la plus grosse recette provient des taxes sur les produits qu'on achète. À elle toute seule, la TVA rapporte 50% des recettes. La taxe sur les produits pétroliers, 6,5%. Les autres recettes importantes, ce sont les impôts. L'impôt sur le revenu, 21%. L'impôt sur les sociétés, 17%. L'impôt sur la fortune, 1%. Enfin, il y a quelques recettes diverses, comme les amendes ou les jeux de loterie qui rapportent 4,5%. Cet argent sert à financer tous les services publics. Écoles, hôpitaux, routes, armée, police, justice. Il sert aussi à payer les 6 millions de fonctionnaires qui travaillent dans ces services. Or, depuis 40 ans, la France dépense plus qu'elle ne gagne. Il y a donc un trou dans son budget, un déficit. Pour le combler, la France doit emprunter de l'argent. Elle a donc une dette et elle paye des intérêts. Comme son budget est chaque année en déficit, elle emprunte chaque année et la dette grossit. Mais ce n'est pas tout. Les intérêts de la dette, eux aussi, augmentent chaque année. Au point qu'aujourd'hui, le remboursement des intérêts est devenu la plus grosse dépense de l'État. Elle a même dépassé le budget de l'éducation nationale. Cette année, il a manqué à l'État 178 milliards d'euros pour boucler son budget. Alors, où a-t-il trouvé l'argent? Le ministère des Finances, 9e étage. Ce monsieur fort sérieux s'appelle Philippe Mills. C'est un peu le monsieur dette de la France. Il dirige l'agence France Trésor, une quarantaine de hauts fonctionnaires qui vont emprunter de l'argent au nom de l'État. Mais pas à n'importe qui. La France a sélectionné 20 banques. Ce sont les grossistes de la dette française. Les banques prêtent de l'argent à la France contre une obligation d'État, c'est-à-dire un titre qu'elles pourront ensuite vendre en bourse à n'importe qui. Tous les lundis, Philippe Mills met donc quelques morceaux de dette aux enchères, en espérant que les grossistes lui proposent le meilleur taux possible. Donc comme vous le voyez, il y a une colonne qui est ici le nombre de participants.
Donc là, à ce moment, à 14h43, vous avez 18 banques sur 20 qui ont d'ores et déjà fait des enchères sur les 3 titres que nous adjugeons aujourd'hui. Et vous avez le total du montant qui est soumis par ligne. Vous avez maintenant 21,9 milliards de demandes pour un montant maximal de 7 milliards. Donc vous avez 3 fois plus de demandes que ce que nous allons émettre au maximum. Au bout de quelques minutes d'explication, la conversation s'arrête un peu brutalement. Il est 48. Les 48, allez, on va vous dire tout à l'heure. Les enchères sont terminées. C'est le moment où la France choisit à qui elle va vendre une part de sa dette, une information qui doit rester confidentielle. L'enjeu est d'obtenir un taux d'emprunt le plus bas possible. Sur le 17 janvier, demandez. Quelques minutes plus tard, retour dans la salle pour le bilan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la France a obtenu un taux très intéressant. La France a trouvé de l'argent et à des conditions qui sont comparables à celles de la semaine dernière, donc avec des taux négatifs sur le 3 mois. Ce qui signifie que la France se fait payer pour emprunter. Ce qui signifie effectivement que nous ne payons pas d'intérêt pour emprunter ces montants à ces échéances-là. Vous avez bien entendu, ce mois-ci, on a prêté à la France à un taux négatif, ce qui revient finalement à lui donner de l'argent. Pourquoi un prêteur ferait-il un cadeau pareil? Quel intérêt de placer son argent à perte? Nous avons trouvé la réponse à Bruxelles, en Belgique. Tout près de la Grand Place, la société est Petercam, un opérateur de bourse. Ici aussi, il y a un spécialiste de la dette. Depuis 25 ans, Alexandre de Groot achète ou vend de la dette de différents pays d'Europe pour ses clients. Il nous confirme qu'en ce moment, plusieurs pays peuvent se faire prêter de l'argent à des taux négatifs. C'est le cas de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. Vous voyez ici qu'il y a des taux négatifs, c'est-à-dire que si vous achetez du 3 mois français, vous êtes à moins 0,038. Les investisseurs vont donc acheter des emprunts avec taux négatifs. Ils vont perdre de l'argent alors? Ils vont perdre de l'argent, et c'est une prime qu'ils sont prêts à payer. Ils sont prêts à payer quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros sur des capitaux très importants, qui peuvent être plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils sont prêts à payer une prime pour être certains de revoir leur capital. En clair, la France inspire confiance. Les investisseurs préfèrent prêter à un taux négatif et perdre un peu, mais être sûrs de retrouver leur mise, plutôt que de prêter à un taux élevé à un pays en difficulté et de tout perdre en cas de faillite. C'est quelque chose qui est relativement rare, mais c'est aussi un signe que la crise est très profonde. Si j'ai de l'argent à investir et que je paye une prime pour être certain de retrouver mon capital, c'est parce que je ne peux pas le mettre autre part, cet argent. Une crise profonde qui bénéficie donc aujourd'hui à la France, mais uniquement sur les prêts à court terme. Et si demain les investisseurs ne lui font plus confiance, les taux pourraient s'envoler. À l'Assemblée nationale, on en est bien conscient. Dans l'hémicycle, le ministre de l'économie a commencé la présentation du budget avec une obsession, réduire la dette. Le désendettement, c'est une nécessité absolue. Et le retour à 3% du déficit n'est ni inepte ni... Mais cette inquiétude est-elle bien légitime? La dette n'est-elle pas un mal nécessaire pour investir? Les démocraties ne sont-elles pas presque toutes endettées? Ne peut-on pas vivre avec une dette, comme on l'a toujours fait? À un certain stade, à un certain seuil, une dette d'un pays devient incontrôlable. Quand on vit à crédit, on ne s'appartient pas. Hein. On est à la merci des prêteurs, on est à la merci du flux des marchés. La dette, c'est sérieux. Non, la dette, c'est sérieux. C'est ce que nous laissons à nos enfants. Il faut que nous en prenions notre part. Mais la dette, c'est grave si elle ne sert pas à l'investissement. La dette qui servirait à des investissements productifs et à conquérir des positions au XXIe siècle ne serait pas grave. La dette qui sert à payer le déficit de fonctionnement est grave. Et la dette qui en plus nourrit un système financier mortifère est scandaleuse.